Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, avant match pour la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. Mais il y aura aussi le débrief du match entre le Betis Séville et Chelsea. Je vais commencer très rapidement par le débrief du match entre le Betis Séville et, et Chelsea. C'est compliqué concrètement parce que le match était agréable. Le match était agréable, mais Chelsea a pas fait un bon match. Voilà, clairement. Et je vais vous dire pourquoi Chelsea n'a pas fait un bon match. La première mi-temps, déjà. Rien que la première mi-temps et même un peu la deuxième, même le début de deuxième. C'est pas la joie. Même en égalisant à la 52e ou 53e, t'es pas non plus. T'es pas non plus dans le moule, hein. Je vous le dis comme ça en passant. Je le dis, j'ai pas peur de. J'ai pas peur de le dire. Pour moi, le Betis était meilleur. Pour moi, le Betis a été meilleur sur ce match-là, mais bon, l'inexpérience aussi à jouer. Alors attention, le match était agréable, mais voilà, ça s'arrête là. Du côté de Chelsea, il y a beaucoup de joueurs qui, pour moi, sont passés à côté de leur match. Je vais les noter assez rapidement, comme ça on pourra passer à l'avant-match assez rapidement. Moi j'ai aimé le match du Betis Séville parce que même si la deuxième mi-temps ils se font ramasser à la petite cuillère, ils font quand même, ils jouent avec le cœur, donc ils ont essayé, ils se sont battus. Malheureusement ça n'a pas suffi, donc c'est dommage. C'est dommage. Et la plupart des joueurs c'est entre 6 et 7 sur 10 hein, du côté du côté du Betis Séville. Donc clairement, franchement, Chelsea a fait un match pour moi moyen dans cette finale. A fait un match moyen. Alors, de part aussi le fait que le Betis Séville aussi, toute proportion gardée, a quand même aussi empêché Chelsea de jouer pendant plus de 50 minutes hein, quand même. Hein, pendant 60 minutes quand même, malgré l'égalisation à la 52 ou 53e minute. Je dis ça, je dis rien. Mais faut voir aussi que faut voir aussi que quand même il y a des choses intéressantes à dire à ce niveau-là. Donc à voir ce qui va se passer. Le gardien Jorgensen pour moi c'est peut-être le seul joueur avec Cole Palmer et Madueke que j'ai trouvé vraiment très bon sur ce match-là parce que clairement le reste des joueurs ont été mauvais. Ont été mauvais. Jorgensen 7 sur 10. Malo Gusto 8 sur. Malo Gusto, j'ai pas envie de lui taper dessus parce que d'habitude avec Chelsea il est beaucoup plus impressionnant que ça. Je vais lui mettre 5 sur 10 à Malo Gusto avec mes encouragements parce que Chelsea, c'est quand même pas un club facile pour jouer, donc faut quand même pas oublier. Ça, faut pas l'oublier. Le numéro 23, Chaloba, pour moi, c'est 0. Je l'ai trouvé très mauvais. Beaucoup de mauvaises décisions dans les relances. Badiachil, pareil, 0. J'ai pas aimé son match. En plus, pour moi, il doit être exclu parce qu'il y a 2-3 fautes qu'il a faites qu'il aurait dû lui valoir un ou deux cartons jaunes. Cucurella, j'ai pas aimé son match, donc lui je vais lui mettre 3 sur 10. Voilà. Enzo Fernandez qui s'est un peu réveillé en seconde période, je vais lui mettre 4 sur 10. Pareil pour Caicedo, 4 sur 10. Avec mes encouragements, voilà, c'est voilà comme ça. Pedro Neto, 0 sur 10. Cole Palmer, 6 sur 10. Madueke,
6 sur 10. Et malgré son but, Jackson, 0 sur 10. Allez, 1 sur 10. Voilà, on va être gentil avec lui. Mais voilà. Ça s'arrête là. Pour moi, la meilleure équipe n'a pas gagné cette finale de Ligue de Conference League. En fait, pour moi, c'est l'équipe la plus expérimentée qui a gagné cette finale. Tout simplement. C'est l'équipe la plus expérimentée qui a gagné cette finale. C'est voilà, comme ça, on dit les choses. Et aussi, je tiens à dire que le Betis Séville, c'était sa première finale de Coupe d'Europe. Donc ceux qui m'envoient des messages en me disant ah ouais super Chelsea ils ont mangé, ils ont corrigé, ils ont écrasé le Betis Séville. Oui, si on se base sur le score, oui, Chelsea les a baladés. Si on se base sur le score, mais dans le contenu, parce qu'il faut aussi parler du contenu, le Betis Séville, à mon sens, a été meilleur que Chelsea. Et pendant 95 minutes. Hein. C'est y a eu des temps forts de Chelsea par à coup. Les seuls moments où Chelsea a été bon, c'est les occasions qui leur ont permis de marquer ces 4 buts. Et là j'en baille parce que c'est facile en baillant, c'est facile de démonter vos arguments qui sont limite trop aussi bancales qu'une chaise pliante de camping. Donc voilà, vous avez compris. Donc moi je suis désolé, mais à un moment donné, faut poser les termes, les gars. Clairement. Maintenant j'en ai fini avec ce débrief. On va passer maintenant à l'avant-match de cette finale entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Je vais vous donner moi mon avis, les forces et les faiblesses de l'Inter, les forces et les faiblesses du Paris Saint-Germain. Et je vais vous donner un pronostic, mais qui franchement sans grande conviction, parce que pour moi c'est une finale, c'est du 50-50. Et moi je maintiens que donner 3 pronostics c'est pas non plus déconnant, hein, c'est pas non plus déconnant. Et je l'ai déjà expliqué, je vais pas refaire l'histoire de mes débriefs, vous savez comment je fonctionne là-dessus. Pour moi, les forces de l'Inter, on va commencer par l'Inter Milan. Et pour parler de l'Inter, moi je trouve que c'est une équipe qui a été très agréable à regarder jouer cette saison en Serie A. Malheureusement, t'échoues d'un point. Pour t'échoues d'un point, tu lâches beaucoup trop de points sur la fin du sur la fin du championnat. Tu laisses échapper trop de points en fin de championnat et tu le perds comme ça. Tu perds ta finale de Coupe d'Italie, je crois. Tu perds Super Coupe d'Italie, je crois. Tu perds une finale de Coupe nationale contre l'AC Milan. Donc, ce qui devait être une saison exceptionnelle, un triplé pour un éventuel triplé historique pour l'Inter, tu l'as pas. Au final, tu l'as pas. Et d'ailleurs, je comprends pas comment l'Inter a pu garder notre ami Inzaghi, Simone Inzaghi, qui est le coach de l'Inter. Je comprends pas comment ils ont pu le garder après cette fin de saison, à mon sens, catastrophique. Pour moi, même s'ils venaient à gagner la Ligue des Champions, pour moi, ils sauveraient pas leur saison. Je m'explique. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chien un chat. C'est que l'Inter Milan, mentalement, ils vont être sacrément atteints pour cette finale de Ligue des Champions. Je dis pas qu'ils vont être atteints dans le sens ils vont être plus bactères, mais ils peuvent être surmotivés comme ils peuvent être plus bactères. Mais pour moi, il n'y a aucun favori
Non, 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 ce match-là. Il y a aucun favori parce que pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est du 50-50. C'est parce que pour moi, il n'y a aucun favori dans ce match-là. Et pour ceux qui mettent le PSG favori, je fais juste un petit parallèle avec le Paris Saint-Germain. Euh, je vous le dis honnêtement, arrêtez les réseaux sociaux. Je vous le dis tout de suite parce que à un moment donné, et tous les journalistes là qui mettent le PSG favori devant l'Inter, vous avez le droit de le mettre favori. Hein. Même ceux qui pensent que le PSG est favori, que ce soit les influenceurs Twitch, TikTok, tout ça, vous avez le droit. Je vous empêche pas de le faire. Mais à un moment donné, dosons un peu. Parce qu'à chaque fois que vous avez mis le PSG sur un piédestal systématiquement, le PSG s'est planté. Hein, la preuve, hein, contre Girona au premier match, vous les avez mis sur un piédestal parce que le début de saison était très bon. Et c'est vrai, en championnat, le début de saison était très bon. Vous gagnez que 1-0 sur un CC. Voilà, déjà ça c'est une première chose. Ensuite, tu joues Arsenal. Vous êtes tout aussi en forme qu'Arsenal. Vous vous prétendez limite supérieur à Arsenal. Vous perdez 2-0. Ensuite, vous jouez contre le PSV, vous faites match nul. Derrière, vous perdez contre le Bayern. Et après, je crois que vous perdez contre l'Atlético. Donc vous vous retrouvez à 3 défaites en 5 matchs. Voilà. Donc pour quelqu'un qui est censé être supérieur, ça fait quand même mal. Je pose ça là. Hein, je pose ça là. Donc arrêtons de voir le PSG plus beau qu'ils ne le sont. Ils sont, oui, je suis aussi d'accord pour dire que le PSG sur le papier est beaucoup plus fort que l'Inter, a beaucoup plus de certitude que ce soit en attaque et au milieu de terrain. Et même d'un point de vue défensif, pour moi, ils sont beaucoup plus forts le PSG que l'Inter. Mais c'est pas parce que l'Inter a pris en 2 matchs contre le Barça 6 buts que ça y est, le PSG va en mettre 3 ou 4. Non, c'est pas ça l'idée. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Je vous le dis comme ça. Pour moi, donc je disais, les forces de l'Inter se situent surtout en attaque et principalement. Je mets pas le milieu de terrain parce que pour moi, à lui tout, Mkhitaryan, il commence à prendre de l'âge quand même. En termes sportifs, il commence à prendre de l'âge. Et faut quand même avouer qu'il est plus aussi souverain qu'avant, Mkhitaryan. Alors, faut faire attention sur coup de pied arrêté et ne pas provoquer de penalty parce que si tu subis un penalty ou un coup franc, va falloir faire gaffe parce que c'est quand même un sacré artiste sur ce point. Je l'ai déjà vu marquer des coups francs directs. Attention bonhomme. Attention bonhomme. Ça déjà, ça c'est une première chose. Attention quand même à Marcus Thuram et à Lautaro Martinez. Alors je sais pas si Lautaro Martinez sera présent pour cette finale parce qu'il paraît qu'il a joué. Il paraît qu'il a joué blessé. Il paraît qu'il a joué blessé le match retour contre le Barça, même s'il a marqué. Il a joué blessé. Alors je sais pas s'il va jouer le match. Donc pour moi j'ai eu un petit doute sur la présence de Lautaro Martinez. Alors ça veut pas dire pour autant que si on apprend que Lautaro Martinez ne joue pas la finale, ça veut pas dire pour autant que ça y est, l'Inter va être battu, ça veut rien dire ça. Ça veut clairement rien dire. La défense, et je parle aussi niveau défensif, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, je trouve que les équipes les plus défensives en Italie, c'est l'Inter et la Juve. C'est vraiment les équipes les plus défensives que je connaisse en Serie A. Et grâce à Pavard, si Pavard est présent aussi, parce que je ne sais pas si Pavard sera présent pour cette finale s'il n'est pas revenu jouer en Serie A, va quand même falloir se méfier parce que le fait qu'il joue beaucoup en 3-5-2, va falloir faire attention parce que comme tu as un surnombre au milieu de terrain déjà de base avec un 3-5-2, va falloir faire attention. Va falloir faire attention au Paris pour le PSG sur cet aspect-là. Donc je vous ai déjà énoncé le point faible du PSG, c'est de pas se retrouver. C'est souvent qu'ils des fois ils se retrouvent sur certaines actions en infériorité numérique. Donc là tu l'es déjà de par le possible 3-5-2 de l'Inter.
face au Paris Saint-Germain. Pour moi, les forces même si j'ai parlé des forces défensives, pour moi, leur plus grande force, c'est en attaque. Parce que quand tu vois le match de Marcus Thuram, aller-retour contre le Barça, tu te dis quand même qu'il va falloir se méfier. Et pourtant, je suis pas fan. Vous savez très bien que je suis pas du tout un fan de Marcus Thuram. Moi, je déteste ce type de joueur-là. Pour moi, c'est pas le joueur dont je suis fan. Alors, j'ai rien contre Marcus Thuram de base. Attention, voilà. Mais moi, je trouve que ce mec-là est pistonné de par le fait qu'il soit appelé en équipe de France. Pour moi, c'est parce qu'il y a Thuram dans son nom. Moi, je maintiens qu'il est pistonné. Comme ça, c'est clair. Moi, je maintiens qu'il est pistonné. Sinon, pour moi, un joueur comme ça en équipe de France, je l'appellerais très peu, voire jamais, hein, parce que c'est pas non plus un joueur exceptionnel. Et même si avec l'Inter, il est très bon, il y a pour moi meilleur que lui à l'heure actuelle, hein, à son poste. Il y a à mon sens meilleur que lui, mais bon. Après, sauf cette saison, mais les autres saisons, j'aurais jamais pris Marcus Thuram. Je vous le dis, je l'aurais même pas pris à l'Euro d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que l'Inter a quand même une grande force en attaque. Et même si je ne suis pas fan de base de Marcus du style de Marcus Thuram en tant qu'attaquant, faut reconnaître que son duo en attaque avec Lautaro Martinez, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et ça, va falloir s'en méfier pour le PSG. Parce que c'est là où le PSG va devoir essayer de s'appuyer, c'est peut-être quelque part sur les points forts de l'Inter, c'est-à-dire l'attaque. C'est qu'il va falloir que Pacho, Marquinhos, euh, défensivement, soient sur leur dos tout le match. Parce que pour moi, c'est pas le rôle des latéraux d'être sur le dos de ces joueurs-là. C'est pas leur rôle à eux. Eux, leur rôle aux latéraux, c'est de monter quand il faut monter sur le plan offensif et de défendre quand il faut défendre, quand il y a des ailiers. Et là, en l'occurrence, sur le 3-5-2, les seuls joueurs, entre guillemets, de côté qu'ils peuvent avoir, les interistes, c'est Mkhitaryan et je sais plus qui est à ses côtés dans la ligne de 5 au milieu de terrain. Donc ça veut dire quand même qu'il va falloir se méfier de ça aussi, hein, pour le PSG. Mais moi, je pense. Là où par contre, je trouve qu'il y a quand même un énorme point faible pour moi du côté de l'Inter, c'est même si j'ai évoqué plus ou moins défensivement leur point fort, je trouve que défensivement, ils ont été très mauvais face au FC Barcelone. Ils ont été très mauvais. Alors ça veut rien dire parce que d'un match à l'autre, ça peut évoluer, hein, ça peut évoluer. Mais attention quand même à l'Inter sur ce point-là, malgré tout. Mais je pense que concrètement, va falloir que l'Inter se réveille défensivement. Parce que la charnière centrale de la charnière de trois défenseurs sans Benjamin Pavard, je suis désolé, la charnière centrale, je vais être méchant, mais elle est nulle. Elle est nulle. Sans Benjamin Pavard, cette défense de l'Inter, elle est mauvaise. Voilà, comme ça, c'est clair. Comme, 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 comme ça, on dit les choses. Comme ça, on dit les choses. Comme ça, on dit les choses. Maintenant, on va parler du Paris Saint-Germain, de ses forces et de ses faiblesses. Et après, je vais passer rapidement à la case pronostic. Très rapidement, pour moi, la grande force du PSG, cette saison, c'est son milieu de terrain. Et si le milieu de terrain Ruiz, Vitinha, Désiré Doué, non, João Neves, pardon, arrive à faire des ravages, je pense très sincèrement que l'Inter a très peu de chances de s'imposer. Et si le PSG ouvre le score, je pense pas que l'Inter reviendra. Enfin, ils sont capables de le faire, mais je pense pas qu'ils le feront parce qu'ils vont devoir se découvrir et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais je pense aussi à l'attaque notamment, tout simplement parce que j'estime que clairement ils ont un niveau impressionnant. Kvaratskhelia est très très fort. Doué dans cette attaque s'instaure très bien dans la rotation. Dembélé est exceptionnel cette saison, enfin en 2025 en tout cas, et j'en passe. Voilà, tout simplement.
Le seul point faible pour moi que je vois côté parisien, c'est pas la défense, c'est le gardien. Méfiance pour moi malgré tout avec Donnarumma, parce que même si Donnarumma fait une année 2025 qui est exceptionnelle depuis le match contre City, je méfie quand même parce il suffit que des fois sur un match, t'aies le stress. Mais bon, il a quand même l'expérience de par son histoire avec l'AC Milan quand il jouait là-bas. Il a l'expérience du haut niveau avec l'Italie quand ils ont gagné l'Euro en 2021. Donc il a quand même une certaine expérience. Mais pour moi, peut-être le seul point faible du PSG, c'est au niveau des gardiens. Parce que Safonov, c'est pas rassurant. Tenias, il va partir. Et Donnarumma, il est peut-être très fort sur cette année 2025 depuis City. Mais attention, va falloir que là-dedans, Donnarumma, et peut-être pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain, va falloir qu'ils fassent attention parce que ça va être compliqué. Je vous le dis. Et donc du coup, j'en viens à mon pronostic. Le premier, c'est si le PSG reste appliqué comme ils l'ont été face à Arsenal, je vois 2 buts à 0 pour Paris. 2-0. Match nul, s'il y a match nul, je dis un partout. Et victoire de l'Inter en prolongation. Voilà, comme ça c'est clair, je pense que l'Inter aura plus de chances en prolongation. Et si l'Inter est dans la même lignée que ce qu'ils font, je vois un 4-2, non, un 3-2 pour l'Inter. Voilà, comme ça, on est tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait, mais activez la cloche, etc. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec cette vidéo. Et en attendant la prochaine, que la passion du foot vous guide. Et je vous dis à bientôt. Donc je vous retrouve donc pour le prochain Dibri Foot en live dimanche. PSG Inter. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bye les amis.